À la une ce soir, un homme d'une trentaine d'années tué par balle ce matin au quartier Trenel à Fort-de-France. Plusieurs coups de feu auraient été tirés selon les témoignages. Ce serait un différend sur fond d'histoire sentimentale qui aurait conduit à ce troisième homicide en Martinique depuis le début de l'année. Le panier moyen de la ménagère de plus en plus cher. Le bouclier qualité-prix mis en place depuis 2013 ne semble pas avoir l'effet escompté. Une nouvelle liste de produits de consommation courante a été mise en place par la préfecture aujourd'hui. Alfred Marie-Jeanne doit faire revenir la démocratie au sein du MIM. Les membres fondateurs du parti ont donné leur point de vue sur la crise que le mouvement traverse actuellement. Ils ont tenu une conférence de presse ce matin. Enfin, une nouvelle carte est proposée par le chef étoilé Marcel Ravin. Les produits locaux sont une nouvelle fois mis à l'honneur. Les recettes en temps longtemps sont revisitées. Et puis, Pascal Jean, le nouveau recteur de Martinique, est notre invité. Vous le voyez, nous parlerons ensemble du climat social actuellement tendu dans le secteur de l'éducation, mais également de ses projets pour la Martinique. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. C'est une altercation qui a fini en bain de sang ce matin au quartier Trenel à Fort-de-France. Vers 9 h ce matin, environ 8 coups de feu ont été entendus par les riverains. Un homme d'une trentaine d'années a été tué par balle. Selon les témoignages recueillis sur place, il semblerait que ce soit une querelle sur fond d'histoire sentimentale qui aurait mené à ce drame. C'est le troisième homicide en Martinique depuis le début de l'année. Tout autre chose maintenant. Parlons du fameux bouclier qualité-prix mis en place en 2013. Il était question à l'époque d'assurer aux Martiniquais des tarifs abordables sur une liste de produits de consommation courante. Sauf que 5 ans plus tard, nos portefeuilles sont toujours aussi légers. Les produits alimentaires voient leurs tarifs doubler, voire tripler. Alors comment peut-on expliquer cela? Voyez ces quelques éléments de réponse avec Alizé Lutran et Guy Raphaël René. Pour certaines personnes, le budget dédié aux courses mensuelles représenterait plus du quart de leur salaire. Nous avons donc choisi de mettre dans notre caddie 6 produits de consommation courante de grandes marques, briques de lait, pâtes, yaourts, pâtes à tartiner, bananes et papier hygiénique. Résultat des courses, 15,37 € pour 6 articles. Même opération dans une enseigne similaire de l'autre côté de l'Atlantique, à Paris. À la caisse, le panier atteint les 12,55 €, soit environ 3 € de différence. Un écart de prix peu significatif, mais chez nous, les consommateurs semblent un peu perdus. On a du mal à juger ces derniers temps, dans le sens où les prix augmentent tout le temps. Donc on ne peut pas mettre un temps défini, par exemple, je ne peux pas dire en 3 mois, en 2 mois. C'est tout le temps que les prix augmentent. Quand vous aviez par exemple une boîte de haricots que je payais à peu près 1,30 € ou 1,50 €, maintenant il est entre 2 et 2,50 €. Donc il y a au moins une valeur ajoutée d'1 euro et c'est quand même lourd parce que les salaires n'augmentent pas en fonction des prix et du coût de la vie. Pourtant, depuis l'application du bouclier qualité-prix dans 65 enseignes du territoire, le panier de 101 produits soumis à une modération de prix est passé en 4 ans de 365 € à 342 €, soit une baisse de 23 € sur la note finale. Le système a ainsi permis aux ménages d'acheter plus de fruits et légumes frais notamment. Mais pour le syndicat de la distribution et des grossistes chez nous, le système ne serait pas viable à long terme en raison du coût élevé des frais d'approche. Je vais vous donner un exemple. Pour les pommes de terre démarrent à 25 centimes du kilo. Nous mettons, au départ de métropole, 25 centimes du kilo. Nous pouvons mettre 20 tonnes dans un conteneur, ce qui fait que nous sommes, grosso modo, à 5 000 € de valeur. Mais le prix du fret seulement, pour des conteneurs réfrigérés, c'est de 4 200 €. Vous vous rendez compte? Donc finalement, quand vous rajoutez les taxes, plus l'octroi de mer, plus tout ça, le kilo de pommes de terre qui arrive, avant qu'il arrive dans nos magasins, sur le port, il est à 67 centimes du kilo. Les partenaires du dispositif se sont donc engagés une nouvelle fois sur une liste de produits à prix réduit. Mais pour combien de temps encore? Pour la grande distribution, le système connaît ses limites. La problématique justement du bouclier prix, c'est que nous arrivons aux limites de ce qui peut être fait. Ça fait 5 ans que le bouclier prix fonctionne. Nous avons baissé les produits, mais nous sommes les seuls et le reste de la filière ne nous suit pas. Alors que nous pensons que justement, si on veut baisser les prix, il faut reprendre toute la filière de prix avec toutes les composantes du prix.
Pour cette année, les distributeurs ont notamment consenti à mettre une semaine par an 40 des 101 produits de la liste en tête de gondole et de mieux les signaler en rayon, avec pour objectif de faire encore baisser les notes en caisse de 0,3%. Bonne nouvelle en revanche pour les automobilistes. Notez qu'une baisse de carburant est à prévoir ce soir minuit. Une baisse de 2 centimes pour le samplon qui passera à 1,41 €. Une baisse de 4 centimes pour le gazoil qui passera à 1,20 €. Autre baisse, celle de la bouteille de gaz qui passera à 21,80 €, soit une réduction de 69 centimes. Politique maintenant, avec cette conférence de presse organisée aujourd'hui à la Maison des syndicats par des membres fondateurs du MIM. Un rendez-vous pour présenter leur position face à la crise que traverse actuellement le mouvement. Selon eux, Alfred Marie-Jeanne devrait revenir à un fonctionnement plus démocratique. Voyez ces explications de Loïc Richis. Vous n'êtes pas sans savoir que dans l'état actuel des choses, nous ne pouvons nous contenter de faire le choix du mutisme en feignant de nous conformer à des prises de position arbitraires. Les voix s'élèvent de plus en plus au sein du MIM. Une partie des militants invite Alfred Marie-Jeanne à revoir son attitude. Il ne réclame pas la tête du président du mouvement, mais l'alerte sur ses prises de position tranchées. Par exemple, la nomination de Fabrice Dunon aux élections législatives à la place d'Aurélie Nella, sollicitée par les sympathisants. Une décision lourde, encore incomprise aujourd'hui. Monsieur Fabrice Dunon n'est pas membre du MIM, n'a jamais été membre du MIM et a d'ailleurs été un adversaire du MIM lors des élections municipales sur le Lamentin. Il ne s'agit pas non plus d'opposer les pro-Marie-Jeanne aux pro-Nilor. Pour l'heure, la question de la succession est esquivée. Nous allons pas à pas dans le groupe de réflexion. Peut-être que, de toute façon, le camarade Marie-Sainte le dit souvent, et que la relève, c'est Jean-Philippe Nilor. Nous ne nous battons pas pour Jean-Philippe Nilor, nous nous battons pour qu'il y ait une relève, pour qu'il y ait justement une remise à niveau du mouvement indépendantiste martiniquais. Voilà ce que nous souhaitons profondément. Ce groupe de réflexion des patriotes a été fondé en décembre 2016 par des militants qui se définissent comme un noyau dur du mouvement. Ils réclament un retour aux sources et à la sérénité. On ne peut pas rester dans la situation actuelle. On est obligé de bouger et nous avons tardé à faire la conférence de presse parce que nous avons beaucoup réfléchi, mais il fallait y venir parce que nous n'avions d'autres alternatives. Quitte à le fragiliser. Quitte à fragiliser Alfred Marie-Jeanne. Le fragiliser, je ne sais pas. Fragiliser en quoi? Comment? Je ne crois pas qu'on le fragilise. Bon, il paraît bien costaud, il paraît bien déterminé, il paraît bien, je vais dire, bien un peu nerveux. Je ne vois pas en quoi on le fragilise. Après 18 mois, les militants du groupe de réflexion ont décidé de porter le débat sur la place publique. Reste à savoir jusqu'où ira leur volonté de se faire entendre. Autre conférence de presse ce matin à laquelle le président du conseil exécutif a participé. Cette fois-ci, Alfred Marie-Jeanne et les élus en charge des finances de la CTM ont fait part de leur inquiétude quant au budget 2018. Selon eux, les lourdes dettes qui pèseraient sur la collectivité impliqueraient d'office des prévisions à la baisse. Voyez les précisions du conseiller exécutif de la CTM en charge des finances qui s'exprime face à la caméra de Loïc Richis. On pensait en avoir fini avec le passé, mais malheureusement, il est terriblement, obsessionnellement présent parce qu'il y a encore, je dirais, du reliquat qu'il faut encore payer pour en finir. Pour demain, dans les années qui viennent, il y a surtout ce nouveau cadrage prévu par la loi de programmation des finances publiques qui crée des contraintes terribles. La première, c'est que on n'a plus désormais la liberté d'organiser les perspectives comme on veut, au niveau qu'on veut, puisque la loi limite à 1,2% les augmentations possibles en matière de fonctionnement. Et deuxièmement, parce qu'il y a des sanctions qui sont prévues, puisque la collectivité devra s'engager sous la forme d'un contrat qu'elle signe avec l'État, sur la base des règles définies par la loi. Et si ce contrat n'est pas respecté dans son exécution, eh bien la collectivité est sanctionnée, c'est-à-dire qu'une partie de ses ressources sera diminuée. Et comme nous sommes déjà dans un contexte
où la ressource est rare et difficile, du fait de ce que l'État en particulier n'assume pas pleinement ses obligations, mais aussi du fait d'autres circonstances, eh bien, si on vient diminuer la ressource, évidemment, on handicape la Martinique. Politique toujours avec les ministres des États membres de l'OSCS, Organisation des États de la Caraïbe de l'Est, qui sont en Martinique. Ils sont réunis depuis hier pour faire le point sur les programmes dans le secteur de l'éducation avec pour objectif d'harmoniser nos méthodes. D'autres thématiques sont également au programme comme des discussions sur les dérèglements climatiques impactant nos territoires. Voyez les précisions recueillies par Johan Poulard. Nous avons prévu que des agents de la CTM, qui connaissent d'ailleurs ce domaine, qui sont en spécialité des problèmes parasismiques, puissent se déplacer à l'OSCS pour pouvoir justement jeter les bases sur le travail qui pourrait être entamé avec nous. Les ministres qui ont raconté leur quotidien avec des situations très très difficiles, avec parfois des endroits où les enfants n'ont toujours pas d'école. Donc c'est vraiment une coopération majeure, à mon avis, qui doit se mettre en place. Beaucoup de deals de l'OSCS ont fait part du fait que le manque de qualification de certains de leurs professeurs font que les résultats ne sont pas à la hauteur, en tout cas des attentes des ministres qui étaient présents. Et donc nous avons également là à partager sur l'ESP, la formation des maîtres, qui était présent hier après-midi, et qui permettra de travailler ensemble sur la formation des enseignants et des enseignantes. Mais nous avons beaucoup d'autres sujets que nous avons abordés, qui sont d'ailleurs dans le partenariat gagnant-gagnant, qui nous permet de penser au multilinguisme que nous voulons vraiment mener en Martinique avec des expériences pilotes, avec des étudiants qui pourraient être amenés à venir ici pour nous accompagner dans ces démarches, pour que nous ayons réellement un challenge à retenir. Moi je le dis souvent, nous sommes une entité géographique, la Caraïbe, et qui a du sens et qui en avait pour nos ancêtres et qui, à mon avis, doit continuer à perdurer. Il a été nommé le 14 février dernier. Il est arrivé en Martinique la semaine suivante, le 19 plus précisément. Le nouveau recteur de Martinique est notre invité. Pascal Jean, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, cela fait en gros une semaine, à peu près 10 jours que vous êtes arrivé en Martinique. J'imagine que vous avez déjà commencé un état des lieux. Qu'en est-il ressorti? Alors, un état des lieux, oui. Il y avait déjà quelques connaissances de la Martinique avant ma nomination. Non, ce qui en est sorti, c'est d'abord la connaissance du personnel, des problèmes, et il y en a, puisque vous l'avez évoqué dans vos titres, mais aussi la prise de conscience d'un très fort potentiel humain au service de l'élève, en réalité, que ce soit des inspecteurs, que ce soit certains enseignants, que ce soit toute la communauté éducative, je crois, est mobilisée, et sera mobilisée de toute façon pour la réussite de la jeunesse martiniquaise. Alors, parmi les problématiques, justement, vous le savez, il y a une mobilisation qui a commencé ce lundi au lycée de Bellefontaine contre la suppression d'une classe de première S. Une autre mobilisation est à venir demain au lycée Schellcher contre la suppression de 2 classes cette fois-ci. D'autres mobilisations sont encore à venir, cette fois-ci contre la suppression de 57 postes. Quel est votre pouvoir pour répondre aux attentes des syndicats ? Il faut avoir une vision déjà globale de la situation en Martinique, qui est une situation inquiétante. C'est la baisse démographique de la population, mais plus généralement de la population des élèves. Et il y a un impact immédiat, évidemment, c'est la suppression d'ETP. Donc, pour faire court, des postes. Et évidemment, ça génère de l'inquiétude, de la crispation, des revendications qui peuvent être légitimes. Mais il faut aussi comprendre que ces 57 ETP en moins s'inscrivent dans un schéma, je veux dire, national. Et surtout, ce qui est important de relever, c'est que le ministère a fait en sorte de limiter cette baisse finalement de l'encadrement par rapport à ce qui pourrait être attendu de la baisse démographique. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que cette baisse ne touche pas les priorités du gouvernement, notamment les réseaux prioritaires. Alors, on sait qu'un élève sur 2, en tout cas dans le primaire, est en éducation prioritaire. Donc cette priorité-là, elle est toujours affichée. D'ailleurs, il y a eu des postes supplémentaires qui ont été accordés par le ministère. Donc voilà, je crois qu'il faut remettre ça dans un contexte général.
Ce contexte, il est problématique en Martinique, mais Parce je crois qu'on peut trouver des solutions. La problématique que soulèvent notamment les syndicats du lycée de Bellefontaine, c'est le fait que les élèves qui perdront leur classe de première S seront obligés d'aller très loin à l'école, d'aller par exemple au Lamentin. Donc ça fait. Il peut y avoir des solutions, mais deux choses. Il faut que vos auditeurs sachent deux choses. Tout d'abord, le schéma, c'est un schéma prévisionnel. C'est au fur et à mesure également du mouvement. Il va y avoir des entrées, des sorties. Au mois de juin, on sera davantage fixé. Et là, donc c'est négociable, c'est pas encore fermé. C'est pas une négociation, c'est qu'on attend, c'est du prévisionnel. Ça permet de prévoir les choses. Le prévisionnel, ça permet de prévoir les choses. Simplement, il faut quand même attendre le mois de juin. On sera davantage fixé sur le nombre d'élèves. Il faut aussi dire un élément important, c'est que le taux d'encadrement des élèves en général, indépendamment de tel ou tel aspect particulier, c'est un taux qui est quand même très satisfaisant lorsqu'on nous compare par rapport à d'autres académies métropolitaines. Donc voilà, je crois qu'il faut effectivement, il y a de l'inquiétude. Et l'autre inquiétude, oui. C'est également le fait que la suppression des classes ferait surcharger d'autres classes par conséquent et qui serait contraire aux prévisions du gouvernement. Ça ne touche pas l'éducation prioritaire, ça c'est le premier point. En dehors de la zone prioritaire, il faut rétablir la vérité des chiffres. Effectivement, il y a quelques établissements qui sont aux alentours en moyenne de 28, voire 29 élèves par classe, mais d'abord, ce n'est pas la majorité, on est quand même en dessous. S'agissant par exemple des collèges. Alors, mais il faut voir aussi, mais en réalité, il faut comprendre que si on accepte la revendication après discussion, il faut voir le cas par cas, très bien. Mais ça fait chuter en réalité parfois considérablement en fait le nombre d'élèves par classe, et on a même des situations où on a des classes qui se retrouveraient, qui ne sont pas en éducation prioritaire, mais qui se retrouveraient en éducation prioritaire plus comparable. À un moment donné, je crois qu'il faut fixer des priorités, et le ministre fixe les priorités, le gouvernement l'a fait. La priorité, c'est aider coûte que coûte, dans toute la mesure du possible, les élèves qui sont en difficulté. Après, ces priorités-là, on les gère, le tout étant de faire attention, mais je crois que c'est un sorte de dialogue, mais de compréhension et pas forcément d'opposition. On peut contester les choses, mais on peut aussi dialoguer, se comprendre, trouver des innovations, trouver des méthodes d'arranger les choses. Je crois que c'est dans ce sens-là que je m'inscris. Et d'ailleurs, l'une de mes missions, si je peux dire, c'est outre évidemment l'application et la réussite. Vous n'allez pas parler, mais là aussi du Parcoursup, qui est quand même... aujourd'hui, on a près de 80% des étudiants, des élèves en terminale inscrits sur cette plateforme. Donc c'est une véritable réussite. L'idée, c'est aussi d'inciter la communauté éducative à prendre des initiatives, parce qu'il y a une réalité. La baisse démographique, elle ne va pas s'arrêter. Elle va continuer. Donc il va falloir aussi trouver des solutions de négociation, d'innovation, après tout. Moi, je suis très favorable à l'innovation, et après, on verra en discutant avec les organisations syndicales. D'accord. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous connaissez plutôt... bien la Martinique, en tout cas vous êtes venu régulièrement ici lors des différents salons d'étudiants, ça fait à peu près une dizaine d'années, donc vous connaissez. Est-ce que vous avez des projets en tête qui pourraient séduire les syndicats, les parents d'élèves ? Les projets en tête, c'est d'abord de faire réussir les priorités du ministre. C'est-à-dire notamment l'éducation prioritaire, mais ça c'est bien parti, on est très, très au point sur ce point. C'est également l'élève de terminale, qu'ils réussissent dans l'enseignement supérieur. Donc il y a la réforme du bac, il y a Parcoursup, il y a l'orientation. Ne pas oublier la voie professionnelle, et ça, ce sera l'une de mes priorités, parce que je crois que l'éducation se doit d'être attentive à l'employabilité de ces jeunes. Ce n'est pas tout de former, d'avoir des diplômes. Lorsqu'ils ont des diplômes, c'est comment on les utilise et comment ils peuvent servir la Martinique, mais pas seulement la Martinique, la Caraïbe, ça a été évoqué tout à l'heure par Sylvia Saïd Soutal. Voilà, donc je suis tout à fait en phase par rapport à ça. Mais je pense qu'il y a aussi des priorités sur les handicapés. Je pense que c'est une injustice terrible qu'il faut soutenir, la prise en charge. Donc, il y a déjà beaucoup qui est fait, mais je pense qu'il faut peut-être accentuer. Il faut aussi préparer peut-être différemment
les lycéens à l'enseignement supérieur. Il y a tout ce qui est mis en place par le gouvernement, mais on peut peut-être innover sur certains points. Donc voilà, je crois que c'est ça, c'est la réussite de l'élève. Mais quand je dis réussite de l'élève, c'est au niveau scolaire, mais il n'y a pas que le carnet scolaire. Un élève qui est bien, c'est aussi le bien-être de l'élève. Ça rejaillit sur la communauté éducative, sur les professeurs, sur la famille, où il y a beaucoup de familles monoparentales. Donc voilà, donc je pense qu'il y a un équilibre. Alors c'est une politique de long terme, mais à un moment donné, il faut l'amorcer en réalité. Donc il faut être volontaire et il y aura des avancées, des reculs, mais j'allais dire, c'est comme ça qu'on fait bouger les choses dans le respect, j'allais dire, de certaines traditions, de certaines règles locales, mais comme partout, hein, je veux dire, c'est pas propre à la Martinique. Dernière question, Sylvia Saïd Soutane, justement, qu'on a vu, qui participe aux rencontres de l'OSCS, proposait, en fait, elle émettait l'idée de mettre en place un enseignement plus tourné vers les langues, par exemple de faire une journée où on parlerait que le créole, une journée où on parlerait que l'anglais, une journée où on parlerait que le français. Est-ce que ce sont des projets réalisables, selon vous ? Je ne suis pas dans le détail de ces projets. Ce qui est certain, puisque vous m'avez interrogé sur mes priorités, il y a une autre priorité, c'est l'anglais, la langue, les langues vivantes. Mais l'anglais n'est pas une langue étrangère, c'est une langue de travail. Une fois qu'on aura compris ça, on aura avancé dans la discussion. Bon, après, il ne faut pas oublier non plus les autres langues, mais je crois que si on veut, et je suis en accord avec cette façon de voir, c'est-à-dire vraiment mettre le paquet sur l'apprentissage de l'anglais, à tous les niveaux. Je crois que ça c'est fondamental pour que la jeunesse martiniquaise diplômée trouve un emploi aujourd'hui, mais demain. Enfin, trouver un emploi aujourd'hui, c'est une chose. De se maintenir dans l'emploi et pouvoir évoluer dans sa vie professionnelle, c'en est une autre. Donc, maîtriser une langue dans cette région, c'est fondamental, voire même 2 langues en réalité. Hein. Donc, la priorité aux langues, ça, effectivement, je crois qu'on en parlera prochainement lorsque je rencontrerai les responsables, et notamment le président de la CTM. Mais je crois qu'on a justement des objectifs communs. Le point commun étant quand même la réussite, en réalité, de la jeunesse martiniquaise. Et tout faire pour lui donner les moyens, finalement, d'avoir le maximum de chances de réussir, ici, ailleurs, enfin, là où, finalement, où elle veut travailler, parce que c'est ça qui est intéressant. Et c'est donner aussi de l'expérience. Partir, ça peut être aussi revenir. Pour les entreprises, ça peut être plus compliqué, mais je pense qu'il faut penser, en réalité, le devenir de cette façon-là. Très bien. Merci à vous. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Restez avec nous à suivre dans cette édition. Nous irons en Guadeloupe où le personnel du CHU a présenté ses inquiétudes à la population sur la situation de la structure. Une mobilisation a été organisée. Nous irons également en Guyane où la 9e édition du Prix de cours a commencé ce soir. Une occasion pour l'association GECAM de dévoiler son projet de maison du cinéma. Et puis nous parlerons danse dans notre JT des communes avec la compagnie Artefact qui se prépare à participer à un spectacle de danse en Côte d'Ivoire. Mais avant, direction Paris avec ce nouvel élan pour les producteurs de bananes antillais. Ils revendiquent des produits plus équitables. Ils sont actuellement en opération séduction au Salon de l'agriculture à Paris. Voyez ce reportage d'Éric Dupuis. Ils sont venus à 2 honorer la banane française équitable. Les ministres Annick Girardin et Stéphane Travers sont très attendus par les producteurs. Et c'est le fer de lance des États généraux de l'alimentation, le revenu du producteur pour mieux innover, pour mieux investir. Vivre de leur travail, c'est ce qu'attendent les petits producteurs. Ils espèrent ainsi garantir leurs revenus. La banane française équitable, c'est une banane qui permettra à ces petits producteurs d'avoir un revenu régulier sur toute l'année. Mais ce sont des producteurs qui vont respecter un cahier des charges et puis deuxièmement aussi tout ce qui est loi française sur le travail. Pour le consommateur métropolitain, il n'en coûtera que 5 centimes d'euros en plus au kilo. 5 centimes, c'est rien. De toute façon, et puis si c'est pour le produit, c'est très bien, moi, je trouve. J'essaie de manger que des bananes de Guadeloupe ou de Martinique. Parce que c'est meilleur. Et voilà, et le rapport qualité-prix, ça ne se discute pas. La banane française équitable est aussi une réponse donnée à la tentative contestée et avortée de produire de la banane mieux que bio l'année dernière. Nous aujourd'hui on ne sait pas bien faire de bio, on a un producteur bio, mais malheureusement c'est pas si facile que ça. C'est vrai qu'on
on est peut-être en transition vers ça, mais on n'y est pas encore. Et dans le cadre de la réglementation européenne, aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Mais c'est vrai qu'on y travaille et l'équitable, c'est une autre dimension. C'est-à-dire que c'est vraiment protéger une petite agriculture familiale et ça, on souhaite vraiment conserver le maximum d'agriculteurs en production. Il n'existe pas de concurrence à la banane française équitable. L'objectif est de permettre aux 420 producteurs antillais de moins de 500 tonnes par an une augmentation de leur rémunération de 40%. Direction la Guadeloupe maintenant avec cette mobilisation du personnel du CHU pour que toute la lumière soit faite sur la situation de l'établissement. Une manifestation a été organisée hier pour présenter à la population toutes les inquiétudes des syndicats. C'est un reportage de nos confrères d'ATV Guadeloupe. Depuis le 28 novembre dernier, rien ne va plus au centre hospitalier universitaire. Une scission semble s'être faite entre la direction et les agents hospitaliers. Une manifestation d'information était organisée par le collectif de défense du CHU à l'attention de la population. La manifestation aujourd'hui, c'est d'informer la population. Bon, quand il y a aussi difficulté que le CHU a rencontré des pièces incendiaires le 28 novembre, à savoir prise en charge à les malades, personnel qui est malade actuellement, qui ne peut pas répondre poste à yo, démission à les médecins, toutes difficultés que l'hôpital a rencontré en fait. Et pour ça, venir joindre nous, adhérer à collectif là, pour nous ça prendre l'hôpital nous Guadeloupéens en main ensemble. Pour les agents hospitaliers, les conditions de travail sont devenues plus compliquées. Ils espèrent une évolution positive grâce à ce mouvement collectif. Actuellement, c'est très difficile. Pour ma part, moi je suis infirmière aux urgences cardiologiques, donc je me retrouve encore en cabinet privé au niveau des eaux claires. Après, je suis aussi infirmière aux urgences, donc depuis vendredi, l'équipe a enfin été réunie, mais c'est très difficile parce que nous ne sommes pas dans nos locaux. Il y a une partie du service qui est encore sous tente et les conditions sont très difficiles. Ils étaient peu nombreux, hommes politiques, artistes et personnes de tout horizon, à avoir répondu à l'appel du collectif, mais les présents étaient déterminés à en savoir plus. Surtout, on vient garder, essayer de comprendre ce qu'il a fait parce qu'en pas on dit dans l'hôpital là, c'est un Guadeloupéen qui a passé devant l'hôpital là, tous les qui a vu l'hôpital, il y a qui est malade, il y a une famille qui est malade, et c'est à ce moment-là, nous avons les urgences. Mais on dit quand j'ai compris, c'est que la fin de l'hôpital est proche. Là, c'est une question de vie ou de mort pour la Guadeloupe. Si nous pas ni l'hôpital, ou là nous caille. Nous avons fait en l'hôpital, nous avons passé par l'hôpital, nous malades. Il ne faut pas nous songer à partir. Parce que le réflexe c'est de dire bon payer un billet, Brian Bala et puis compétent. Non, nous avons un personnel hospitalier qui a travaillé dans nous, qui là matin, midi et soir dans nous. Nous avons l'hôpital qui est en nous. Le mouvement du collectif de défense du CHU sera reconduit demain matin, tant les agents hospitaliers ont la volonté de se faire entendre. De retour en Martinique, ATV toujours plus proche de vous. Nous passons tout de suite à notre JT des communes. La compagnie de danse Artefact se prépare pour un grand spectacle de danse programmé en Côte d'Ivoire. La troupe défendra ses qualités aux côtés de 300 autres groupes venus d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Hubert Bornil et Valérie Vincent ont assisté à la mise en place du show. Regardez. De l'effort et de la concentration pour ces danseurs qui répètent leur énième mouvement puisque très bientôt ils vont se produire sur un marché de Côte d'Ivoire. Artefact qui a d'ailleurs recruté 2 nouvelles danseuses. Vous allez prendre plaisir à les découvrir. Artefact, c'est à l'origine 2 danseurs martiniquais, Jean-Hugues Méridin et Laurent Troudard. Tous 2 des pointures de la danse reconnues sur la scène internationale. On part avec Jenny, vient avec 2... Yael et Loubienne. Love Me Tender, c'est le fruit d'une belle collaboration entre ces 2 hommes et une équipe artistique de danseurs cubains actuellement en résidence à l'école de danse Corzemo. On a rencontré Jenny à Cuba quand on a fait l'audition pour la pièce originale. Et moi, je voulais beaucoup travailler avec elle. Donc, on a eu la chance de travailler cette fois-ci ensemble. Et j'ai vu Yael dans un spectacle ici, de Christian Emmanuel au Tropicatrium. Et je me suis dit,
On a une belle danseuse en Martinique. Pourquoi ne pas travailler avec elle? Love Me Tender, aime-moi tendrement, ça rappelle forcément Elvis Presley, de la passion à fleur de peau. La pièce interroge sur la réalité du couple dans un contexte très spécifique, celui de la culture caribéenne. On aimerait qu'on fait des choses intéressantes en Martinique, que la danse contemporaine fonctionne et qu'elle existe déjà en Martinique et que ça fonctionne. On espère qu'elle sera appréciée aussi là-bas. Voilà. Donc voilà, c'est une vitrine, nous sommes un peu une vitrine du pays. Ouais, voilà. Ok. Ok. Vas-y, continue un peu pour voir. Belle expression corporelle, en tout cas on ne peut que leur souhaiter du succès pour cette représentation en Côte d'Ivoire. N'oubliez pas, hein, c'est le 8 mars. On continue avec un reportage qui devrait être un supplice pour ceux qui ne sont pas encore passés à table. Le chef étoilé Marcel Ravin nous a ouvert les portes de son restaurant à Fort-de-France. Son credo, revisiter les recettes locales et oublier Alizé Lutran et Guy Raphaël Renier. Derrière les portes de la cuisine, le chef Ravin peaufine les derniers détails de ses nouveaux plats. 3 petits croutons et puis 100 vents. Au menu, friand revisité, blettes ou encore calalou et crème de manioc, un travail d'orfèvre et décomposition pour faire revivre le goût de la tradition. Ce qu'on appelle un barbagian qui est juste, qui est juste un ravioli frit dans lequel nous avons ce que j'appelle des blés de pays ici, et du parmesan et du giromont. Et ça va être servi avec un calalou. On a le calalou, les enfants? Oui, chef. La petite soupe calalou. Là, on va travailler sur le foie gras avec le fameux chutney ananas. Le foie gras, c'est pas local? Non, mais par contre, il est à la saveur vanille et assaisonné au rhum agricole de chez nous. Et voici l'œuf de Monte Carlo à Fort-de-France. Hormis 2 produits que j'accepte et qui ne sont pas des produits locaux, c'est la truffe et le foie gras. Mais tout le reste, ce sera des produits locaux avec lesquels nous allons travailler. Bientôt, on a un potager au Morne-Vert avec une dame qui s'appelle Viviane, qui plante des choses pour nous, d'un bouillon de calalou. Bien sûr, vous avez vu, on garde toujours le verre végétal. Moi, ce que je veux qu'ils sachent, que bon, bien sûr, on peut faire une très bonne soupe. Il y a juste des temps de cuisson à respecter pour garder cette naturalité. Dernière étape, le montage des desserts, un travail autour du chocolat et un autre insoupçonné à base de zeste et de peau d'agrumes, sous le regard attentif de ses commis qui analysent et s'imprègnent de ces gestes expérimentés. Ça, c'est pour les gourmands à la marine. Une brigade à qui il confie les rênes de sa cuisine lorsqu'il s'occupe de son autre table à Monaco. Parmi ses commis, des apprentis d'un jour, comme Océane, en 3e. C'est dur, mais il faut avoir la volonté pour y arriver. Mais il faut vraiment travailler. Lorsqu'on est en 3e, on a tendance à dire, mais pas à réaliser quel est le métier. Et là, je vois quel est vraiment le métier, qu'est-ce qu'il faut faire, comment être. Guillaume Emmanuel, lui, débute tout juste son stage et découvre la rigueur du travail en cuisine. C'est une chance et ça va me permettre de partir voyager, découvrir d'autres choses. J'aimerais bientôt être grand chef au Canada. Voilà 2 ans que le chef étoilé a ouvert sa table gastronomique à l'hôtel Simon et ravi les papilles de ses clients. Un pari osé à l'époque. Beaucoup de gens m'avaient dit que j'étais fou de venir ici. Et non. Mais j'aime mon pays. J'avais envie simplement de partager ma connaissance et mon savoir avec les jeunes. Simplement de transmettre, d'être dans une continuité. Parce que je le dis souvent, on est voué à un moment donné à disparaître. Il faut accepter qu'il y ait aussi d'autres qui prennent la relève et qui aident au rayonnement de ce pays. Bientôt, qui est parfois décrié, mais qui est tellement riche.
La table de Marcel ouvre ses portes aux amoureux de la gastronomie midi et soir. Désormais bien ancré dans le paysage culinaire de la Martinique, le chef multiplie les collaborations, notamment avec les frères Lozéa, et trouve même encore le temps de donner des cours de cuisine particuliers aux chanceux qui s'y prennent à l'avance. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée de 9h à 14h sur le parking de l'Université des Antilles à Schellcher. Et puis, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don, derrière le CHU du Pierre Zoda-Kittmann, au quartier La Ména à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional, mais la tranche info continue. On retrouve dans une poignée de secondes Régine Germani en Tchè, pays. À tout de suite.